de tous les organes autour de la lumière où on se trouve. Donc si on est dans l'estomac, on va voir tous les organes autour de l'estomac, donc notamment la tête et la queue du pancréas qui sont vraiment collés sur la face postérieure de l'estomac. Et quand on passe dans le duodénum, je reviens toujours vers la première. Quand on passe avec cet appareil dans le duodénum, on est là et puis là, et ben on a tout de suite à côté la tête du pancréas, le virsung à ce niveau, la papille, la voie biliaire principale, la vésicule. Et donc on peut de façon très précise analyser exactement tous les organes adjacents au pancréas, au duodénum, dont le pancréas. Et ça c'est un examen également de référence pour la glande pancréatique, le parenchyme pancréatique qui est là, qu'on voit ici, juste derrière le duodénum, pour les canaux, le virsung, mais également pour la voie biliaire, pour la vésicule biliaire. Et donc c'est un des examens également les plus spécifiques, par exemple pour détecter des petits calculs dans la voie biliaire principale. Il est meilleur que l'IRM, meilleur que le scanner, que l'échographie. Pardon ? Et puis finalement, il y a cette technique qui était utilisée dans le temps beaucoup à des buts diagnostiques, mais qu'aujourd'hui on n'utilise que pour faire un traitement au niveau des voies biliaires ou du virsung. Et c'est la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. Donc ça, c'est également une technique endoscopique que les gastro-entérologues réalisent. Et qui consiste également à introduire un endoscope que vous voyez ici. Ça, c'est une image de radio, un cliché réalisé en même temps pendant l'examen. Donc l'endoscope qui se situe dans le deuxième duodénum. Et quand on se met dans le deuxième duodénum, on a tout de suite la papille. Donc on utilise un appareil spécial avec une vision latérale, puisque quand on est dans le duodénum, la papille est latéralisée à gauche. Donc avec cet appareil, on voit la papille devant nous. On peut monter dans la papille, soit dans la voie biliaire, le cholédoque pour aller traiter s'il y a des calculs ou autres au niveau du cholédoque, soit dans le virsung, qui est juste à côté. Et également, on peut faire un traitement s'il y a des calculs dans le virsung, s'il y a des sténoses, s'il y a des cancers, à ce niveau-là. Donc ça, c'est une technique qui aujourd'hui est utilisée uniquement pour le thérapeutique, pas pour le diagnostic, puisqu'on a d'autres outils maintenant, l'écho-endoscopie, l'IRM, le scanner, et elle reste une technique de référence pour tout ce qui est pathologie bilio-pancréatique. Il faut savoir que c'est une technique qui nécessite un apprentissage supplémentaire particulier. Donc tous les gastro-entérologues ne sont pas formés à cette technique. Donc il y a des formations nécessaires. Il faut vraiment avoir de l'expérience. Pourquoi ? Parce que elle peut entraîner des complications iatrogènes qui peuvent parfois être graves. Pourquoi ? Parce que comme on travaille dans le virsung, dans la voie biliaire, donc on peut nous-mêmes déclencher une pancréatite aiguë qui peut être parfois très sévère, mais également on peut déclencher une hémorragie, des perforations qui peuvent arriver dans certains cas, mais heureusement qui ne sont pas très fréquents, donc de l'ordre de 1 à 2%. Et comme je vous ai dit, pourquoi ? Parce que lors de cette technique, quand on monte dans la papille, s'il faut enlever un calcul de la voie biliaire, il faut couper le sphincter, et donc on fait une sphinctérotomie. Et en coupant le sphincter, on peut couper en même temps une artériole, et donc ça peut saigner, ou on peut couper un peu plus, et ça peut perforer. Donc tout ça, c'est des complications qui peuvent arriver, mais c'est une technique qui reste quand même très utile, et une technique de référence. Alors juste pour parler des pancréatites aiguës maintenant, un peu plus en détail, les signes cliniques, c'est à peu près les mêmes, mais il faut savoir que les douleurs dans ce cas-là, c'est vraiment un début rapide, progressif, intense, permanent, comme je vous ai déjà dit. Il peut avoir souvent des vomissements ou même un iléus paralytique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de paralysie intestinale associée à cette inflammation importante, et donc les patients, ils ne peuvent plus manger, ils vomissent, ils ont tout le temps des nausées et sont ballonnés. Et éventuellement, quand c'est des pancréatites sévères, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on peut avoir des pancréatites gravissimes avec un choc hypovolémique, une défaillance multiviscérale, oligoanurie, troubles neurologiques, détresse respiratoire, et on peut même avoir des patients qui décèdent.
Il peut y avoir, comme je vous ai dit, un tympanisme, donc un ballonnement important, une défense parce que lié à des coulées de nécrose qui vont diffuser dans tout le péritoine, et donc c'est du liquide pancréatique, du suc pancréatique qui se déverse dans le péritoine et qui va digérer toutes les structures adjacentes. Donc on va avoir finalement une grosse collection de nécrose générale qui donne cette défaillance d'organes. Et comme je vous ai dit, en cas de fièvre associée ou de bilan hépatique perturbé, notamment de cholestase associée, il faut penser à une étiologie biliaire, notamment une lithiase biliaire, qui cause cette pancréatite et qui est responsable de la cholestase associée. Donc les signes biologiques et morphologiques qui sont utiles lors d'une pancréatite aiguë. Première chose, la lipasémie pour confirmer le diagnostic de pancréatite. L'échographie, comme je vous ai dit, le seul intérêt est de rechercher une lithiase biliaire associée, que ce soit au niveau de la vésicule biliaire ou de la voie biliaire principale, si on la voit, mais très peu pour le pancréas lui-même. Mais surtout, c'est le scanner qui est utile, pas tout de suite, mais 48 à 72 heures après la pancréatite aiguë pour que les lésions soient vraiment bien installées. Et c'est ce scanner qui nous permet de déterminer la sévérité de la pancréatite. Il y a maintenant un score, il y a plusieurs scores de sévérité qu'on utilise. Il y a des scores cliniques, des scores biologiques, comme le score d'Apache, comme le score de Ranson. Mais il y a également un score qu'on appelle le score de Balthazar, qui est scanographique et qui peut... donc on stadifie les pancréatites, classiquement c'était grade A, B, C, D, E. Maintenant il y a des scores avec la nécrose, donc on parle de scores 0 à 10. Et ça, c'est des scores de gravité et qui peuvent et qui doivent nous faire agir différemment en cas de pancréatite sévère. Quelles sont les étiologies des pancréatites aiguës? C'est très simple, c'est AB dans 80% des cas, donc biliaire 40%, alcool 40%. Et tout le reste, donc les 20% qui restent, c'est toutes les autres causes. Que ce soit métabolique, les deux causes les plus fréquentes à rechercher, c'est l'hypercalcémie et l'hypertriglycéridémie, majeure, pas juste un petit peu, mais quand on a vraiment des taux majeurs à plus de 4-5 grammes de triglycérides, et l'hypercalcémie. Les causes tumorales peuvent donner des pancréatites aiguës, que ce soit des tumeurs bénignes ou malignes, parce qu'elles peuvent également causer une obstruction du canal. Il y a des pancréatites d'origine auto-immune, elles sont moins fréquentes, mais elles existent. Des pancréatites virales, médicamenteuses, et également, comme je vous ai déjà dit, des causes iatrogènes, surtout après une CPRE, parce qu'on travaille dans la papille, dans le Wirsung, et on peut nous-mêmes déclencher une pancréatite. Si vous devez retenir deux étiologies, vous retenez les deux premières, les plus fréquentes. Pour parler de la pancréatite chronique, un petit peu, alors le but c'est que la sémiologie, c'est pas les pathologies, mais je vous donne juste un petit rappel. Donc la pancréatite chronique se caractérise par des calcifications pancréatiques, que ce soit dans le parenchyme ou dans les canaux, avec une fibrose du parenchyme et des anomalies canalaires comme des sténoses et des dilatations. Les signes cliniques, comme tout à l'heure, il y a toujours des douleurs d'origine pancréatique qui est le signe principal, mais cette douleur-là, ce n'est pas comme les pancréatites aiguës, elle peut être souvent, parfois insidieuse, elle survient par crise, elle est parfois moins importante, et ce n'est pas une douleur intense continue tout le temps. Et puis, comme je vous ai dit, une tendance à s'estomper avec le temps. 85% des pancréatites chroniques des patients n'ont plus mal après 5 ans. Et quasiment tous les patients, après 15 à 20 ans d'évolution de cette pancréatite, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de douleur. Ils n'ont plus de douleur parce que le pancréas, il est complètement atrophique à ce moment-là. Donc, il n'y a plus de douleur parce qu'il n'y a plus d'enzymes, il n'y a plus d'infiltration, il n'y a plus de phénomène aigu inflammatoire. Mais par contre, quand ça arrive, ça veut dire qu'il n'y a plus de sécrétion ni endocrine ni exocrine. Et c'est là où les malades commencent à développer les pathologies d'insuffisance pancréatique exocrine, donc stéatorée, malabsorption, maldigestion, ou de diabète. Donc au début, ces malades ils commencent par avoir des poussées de pancréatite aiguë
aiguë surchronique, des poussées récidivantes, des douleurs, et ensuite les douleurs baissent et les complications endocrines exocrines commencent à ce moment-là. Donc, par exemple, des poussées de pancréatite aiguë sur pancréatite chronique, ça c'est fréquent, ça peut survenir. La survenue du diabète, comme je vous ai dit, c'est 40 à 80% des patients après 15 ans. La stéatorée, à peu près pareil. Et on peut également avoir d'autres complications, comme la compression de la voie biliaire principale liée à cette fibrose. Donc, ce n'est pas une tumeur, mais c'est une fibrose qui donne cette sténose au niveau de la tête et du cholédoque en même temps, et donc un ictère. Et parfois, on peut avoir des vomissements, des amaigrissements liés à ce qu'on appelle des pseudokystes. Les pseudokystes, c'est des collections de tissus de suc pancréatique qui vont se collecter en formant une sorte de kyste, pas un pseudokyste, donc sans paroi, et qui peuvent rester de plusieurs mois, parfois des années, et qui peuvent donner des complications de genre compression, infection parfois, ou même hémorragie. Donc, l'hémorragie, justement, qui survient dans le cadre d'une pancréatite chronique, il y a plusieurs mécanismes. Soit c'est une thrombose, par exemple, au niveau des veines mésentériques, qui donne une hypertension portale segmentaire. C'est comme la cirrhose sans anomalie hépatique. C'est uniquement les veines qui sont bouchées, mais qui donnent quand même une hypertension portale et peuvent donner des varices œsophagiennes et des hémorragies par rupture de varices œsophagiennes. Vous avez vu la sémiologie un peu de l'hémorragie digestive, l'hypertension portale, la cirrhose? Pas encore. Donc ça, je vous parle, ça ne vous parle pas. Tout ce que je vous dis, bon, c'est pas grave. Vous pouvez oublier ça. Et quand vous allez, de toute façon, vous allez les avoir, vous allez comprendre que quand on a un problème au niveau du foie, vous avez la veine porte qui peut être, on va dire, une hypertension au niveau de la veine porte qui ramène le sang des intestins vers le foie. Quand cette veine porte est soit bouchée, soit il y a une hyperpression parce que le foie est malade et fibrosé et le sang n'arrive plus à monter dans le foie, ce sang qui stagne va trouver d'autres voies de dérivation pour remonter vers la veine cave. Et dans ce cas-là, il y aura la formation de ce qu'on appelle des varices œsophagiennes ou gastriques qui peuvent bomber dans la lumière intestinale et saigner. C'est ça le mécanisme des varices. Et là, c'est le même mécanisme, mais au lieu que ce soit le foie qui soit malade, c'est la veine elle-même qui est bouchée. Pourquoi? Parce que les phénomènes inflammatoires liés à la pancréatite aiguë ou chronique font qu'il peut y avoir des compressions et même une thrombose de la veine elle-même. Ça, en gros, c'est le mécanisme des varices. Et puis, il peut y avoir des saignements dans le canal lui-même ou par rupture d'un anévrisme, d'un pseudo-anévrisme direct à cause des enzymes pancréatiques qui vont digérer les parois des vaisseaux. Ils vont les fragiliser. Il y aura un anévrisme de la paroi du vaisseau et qui risque de se rompre au final. Donc, l'épanchement péritonéal également. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'inflammation, il y a du liquide dans le péritoine. Et c'est surtout un liquide qui est riche en lipase. Donc, il y a une lipase qui se déverse dans le péritoine. Et ça, c'est un des diagnostics, donc, on appelle ça une ascite pancréatique. C'est quand il y a de la lipase dans l'acide, dans le liquide abdominal. Par rapport aux étiologies des pancréatites chroniques, ben ça, c'est plus simple encore. 80% des pancréatites chroniques sont liées à l'alcool. Et les autres causes sont plus rares. Des fois, on a des causes héréditaires, des pancréatites chroniques héréditaires, calcifiantes, idiopathiques dans à peu près 10% des cas, 5 à 10% des cas, et puis des causes plus rares, auto-immunes, hypercalcémie, mais qui commencent par des poussées aiguës et qui se transforment en pancréatite chronique. Donc pour les pancréatites chroniques, c'est vraiment quasiment alcool. Troisième chose, donc l'adénocarcinome du pancréas, donc ça c'était la troisième pathologie importante. Pareil, les signes cliniques, c'est toujours la douleur typique, transfixiante, irradiant, hémiceinture. Et là, la cause n'est pas une cause inflammatoire, ce n'est pas les enzymes et la digestion par les enzymes pancréatiques qui va donner cette douleur, mais c'est plus un syndrome d'infiltration au niveau du plexus solaire ou cœliaque, qu'on appelle de chauffard, qui est juste au niveau du tronc cœliaque des deux côtés,
et qui donne ces douleurs typiques de cancer du pancréas. L'ictère peut survenir justement dans les cas de cancer de la tête qui peuvent boucher le canal hépatique, enfin le cholédoque, et donc il faut toujours penser à le rechercher. Et puis, comme c'est une installation souvent insidieuse avec une évolution longue, on peut avoir dont je vous ai parlé, le signe de Courvoisier-Terrier avec une dilatation de la vésicule biliaire qu'on peut palper et un ictère associé. Alors, souvent, dans les cas de cancer, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de crise douloureuse importante ou de crise importante, ce qui différencie cette maladie des pathologies aiguës, soit d'angiocolite ou de migration lithiasique ou de lithiase, donc de la voie biliaire principale, qui donnerait également des pancréatites aiguës. Donc on a deux mécanismes différents. Et dans ce cas-là, on peut avoir le signe dont je vous ai parlé, l'ictère obstructif avec les urines foncées, les selles décolorées, le prurite. Pourquoi? Parce que tout ça, ça donne un ictère lent, progressif, mais qui peut être très sévère à la fin, et qui donnerait toutes ces conséquences avec l'accumulation de la bilirubine dans les muqueuses et la peau. Aussi, dans le cas de l'adénocarcinome pancréatique, on peut avoir un amaigrissement. Souvent, il y a un amaigrissement, une asthénie. Les patients, ils peuvent plus manger parce que soit ils ont des douleurs quand ils mangent, soit parce que c'est la tumeur elle-même qui va donner par des mécanismes paranéoplasiques un amaigrissement et une augmentation du catabolisme lié à la tumeur. Et puis dans les formes évoluées, on peut avoir des métastases éventuellement hépatiques, donc hépatomégalie, une carcinose péritonéale et éventuellement une sténose duodénale, puisque la tête du pancréas est dans le cadre duodénal, et quand il y a une tumeur qui est très grosse, elle infiltre le duodénum et elle bouche complètement le duodénum. Et les patients, ils ne peuvent plus manger, ils vomissent à chaque fois. Mais les autres manifestations, c'est plus rare que ça soit lié à un cancer. Aggravation d'un diabète, oui, il faut penser à ça chez un patient, soit un diabète inaugural après 50 ans, ce qui est rare d'avoir un diabète comme ça qui apparaît brutalement. Il faut penser à rechercher une cause pancréatique organique, ou un diabète qui était jusque-là équilibré et qui d'un coup se déséquilibre. Il faut penser également à rechercher, éliminer une tumeur du pancréas. Les pancréatites aiguës dans les tumeurs peuvent exister, sont plus rares, mais peuvent exister aussi. Et donc, pareil, toute pancréatite aiguë de cause non biliaire, non alcoolique chez un patient de plus de 50 ans, il faut penser à la tumeur du pancréas. D'ailleurs, la troisième cause de pancréatite aiguë chez les patients de plus de 50 ans, c'est les cancers du pancréas. Alors que chez les patients plus jeunes, il faut penser à toutes les autres causes métaboliques, héréditaires ou autres, ou auto-immunes. Les examens biologiques sont souvent peu utiles au diagnostic, donc notamment tout ce qui est marqueurs tumoraux, c'est uniquement en cas d'évolution, et donc on peut suivre s'il a un cancer sous traitement, on peut savoir s'il récidive ou s'il répond. C'est en aucun cas un examen diagnostique. Et donc voilà, en résumé, les pathologies pancréatiques les plus fréquentes, donc pancréatite aiguë, pancréatite chronique ou cancer du pancréas. Si on peut résumer en gros, un homme de 40 ans qui boit de l'alcool et qui fait une pancréatite, normalement c'est des pancréatites en général c'est des pancréatites chroniques calcifiantes donc auxquelles il faut penser. Un homme ou une femme après 60 ans qui présentent de nouveau une pathologie pancréatique, il faut penser au cancer. Et puis la pancréatite aiguë peut survenir à tout âge. Quand c'est des jeunes, quand on est à moins de 60 ans, il faut penser aux causes alcooliques, auto-immunes et autres. Et quand c'est après, et chez les gens âgés, il faut penser aux causes biliaires qui sont plus fréquentes chez les personnes plus âgées. Voilà, je vous remercie.